Alors, monsieur l'ambassadeur, puisqu'on parle de la souveraineté, c'est un mot que les Polonais connaissent bien, puisque me vient à l'esprit le dessin d'un caricaturiste polonais bien connu, qui s'appelle Mleczko. Ce dessin où Dieu dit à ses angelots, en tenant le globe terrestre dans la main, les Polonais, on va leur faire une blague, on va les mettre entre les Allemands et les Russes. Quelle est votre opinion sur la souveraineté de votre pays d'abord et la souveraineté européenne ensuite, puisque dernièrement les Polonais jouent un rôle fondamental en Europe? D'abord, bonsoir à tout le monde. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation chez MEDEF. Donc, en pensant de la souveraineté, je me suis dit, en fait, ce concept de la souveraineté était inventé en France. Et on oublie que le grand créateur de cette idée est un certain Jean Bodin qui vivait au XVIe siècle, qui a formulé justement à l'époque cette définition qui concernait à l'époque de la monarchie, mais que nous voyons bien, surtout en France, cette souveraineté, la monarchie a bien évolué depuis. Donc maintenant, vous trouvez? Pardon? Vous trouvez que la monarchie a évolué? L'idée de la souveraineté a évolué de monarchie vers la République, bien évidemment. Oui. Donc maintenant, nous essayons, comme vous savez très bien, depuis des siècles, nous essayons de suivre la France, et notamment les grandes idées françaises. Donc je reviens maintenant à votre question. C'est vrai que la souveraineté pour la Pologne est extrêmement importante, parce que la Pologne, depuis plus que 2 siècles, s'est battue justement pour revenir le pays indépendant. Donc nous savons très très bien qu'est-ce que ça veut dire de perdre la souveraineté. Donc tout le 19e siècle, moitié de 20e siècle, on a consacré justement pour retrouver la souveraineté. C'est pourquoi aujourd'hui on est tellement sensible à ce problème-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous soutenons tellement tout ce qui se passe en Ukraine, parce que nous comprenons très bien que l'Ukraine est en train justement de se battre pour avoir sa propre souveraineté. Et nous sommes absolument conscients que la souveraineté de l'Ukraine, c'est aussi totalement lié avec la souveraineté de l'Europe, de la communauté européenne et du monde libre, donc le monde qui s'est battu pendant des siècles, qui a construit la civilisation qui est la civilisation la nôtre. Et si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse, parce que hier je regardais le soir la télévision et j'ai vu en fait deux scènes. La première scène, c'était une scène qui était tournée dans le Donbass, où le soldat de groupe Wagner décapitait le soldat ukrainien. Et la deuxième scène, il y a un certain propagandiste russe qui s'appelle M. Soviov, qui tournait un programme avec Prigojine. Et Prigojine, très ouvertement, disait qu'ils invitent tous les jeunes soldats, tous les jeunes gens russes pour rejoindre le groupe de Wagner, justement parce que grâce à cette action, ils pourront rentrer tranquillement, avec toute la dignité, à la Troisième Guerre mondiale. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que je pense qu'au moment qu'on parle de la souveraineté, on parle aujourd'hui de la souveraineté de l'Europe, même si la guerre ne se passe pas sur le territoire de la communauté européenne, sur le territoire de l'OTAN. Est-ce qu'on a tendance à opposer la souveraineté et la globalisation, et est-ce qu'on a tort? Pour répondre à cette question, je pense que la souveraineté n'exclut pas la globalisation. Parce que on peut imaginer le monde qui est totalement, on peut dire que l'économie, par exemple, est totalement globalisée. Par contre, les pays gardent leur propre souveraineté. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de produire absolument tout chez nous. Par contre, nous devons programmer le programme, surtout de l'économie nationale, en telle
sans que, au moins, que la production des pièces qui sont absolument indispensables pour notre indépendance, notre souveraineté, sont au moins produites dans les endroits où cette production est sécurisée au point de vue de nos valeurs, de nos, voilà, dans le monde que nous connaissons et le monde qui est totalement prévisible. Oui, puisque Geoffroy Roux de Bézieux disait il y a des pays avec lesquels nous partageons les valeurs et des pays avec lesquels nous partageons les intérêts. Absolument. Donc ça veut dire qu'on peut, j'allais dire, dealer avec l'un et l'autre. Absolument. On peut dîner, mais je pense que à mon avis, donc je suis pas, vous savez, je ne dois pas avoir le monopole pour la vérité, mais je pense que... Non, mais en l'occurrence, c'est intéressant de votre point de vue. Je pense que c'est très important de garder la certaine indépendance en gardant la certaine production de chaînes de valeur dans les régions où cette production est rassurée, tout simplement qu'on pourra avoir un accès, qu'on pourra contrôler en certaine façon l'accès au matériel, aux choses qui sont absolument besoin pour le fonctionnement et pour l'existence de la souveraineté. Cette souveraineté j'allais dire qu'on a tendance à enfermer dans un écrin comme un bijou précieux qu'on a peur de secouer, elle est en danger. On l'a montré au début avec cette petite fiction d'un journal télévisé que je me suis prêté à faire. De quels moyens aujourd'hui concrètement, de quels attributs militaires dispose-t-on? Est-ce qu'on est suffisamment armé à votre sens? Moi, je pense que nous ne sommes pas suffisamment armés. D'être armé, d'abord, il faut avoir cette volonté d'être armé. Ça, c'est la première chose. Et on ne l'a pas, cette volonté européenne d'être armé. C'est difficile de dire que, voilà, bon, il y a des différences parmi les pays. Je pense que la France, c'est un pays qui, peut-être n'est pas suffisamment armé, mais quand même, la France dépense presque 2% bon, dans une certaine perspective relativement courte, 2% de la PNB pour et 4% pour la Pologne. Et la Pologne va rejoindre cette année 4% justement de dépenses, justement pour garder la souveraineté. Et on a besoin de ça parce que quand je faisais cette référence à ce programme de ce discours de Prigojine, les Russes, peut-être d'autres nations, ils sont déjà mentalement dans la Troisième Guerre mondiale. Ça veut dire que nous ne pouvons pas traiter ce genre de programme, ce genre de discours comme un discours de quelques personnes farfelues. Vous voyez ce qui se passe maintenant avec le groupe de Wagner en Afrique. Vous voyez quelles ambitions possède le groupe de Wagner, par exemple, en tout ce qui concerne Haïti. Donc, ils ont une vision globale. Ils ont une vision globale suite à laquelle ils souhaitent justement détruire le monde qu'ils détestent. Donc, le monde qu'ils souhaitent détruire, c'est notre monde. Et pour ne pas détruire le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous souhaitons, nous voulons transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, il faut justement faire face. Et pour faire face, il faut être armé. Et pour être armé, il faut dépenser l'argent. Et on ne peut pas, maintenant je parle de problèmes purement économiques, on ne peut pas attendre que les entreprises de l'armement, par exemple, commencent d'installer les chaînes de production des usines, des moyens de production, justement pour produire le produit d'armement, au moment qu'ils ne vont pas avoir une certitude que un certain niveau de dépense sera assuré. C'est pourquoi la Pologne, notamment, sera, parce qu'on ne dépense pas encore, mais on dépensera 4% de budget pour l'armée. Est-ce qu'on a eu la mauvaise idée de délocaliser, en l'occurrence de créer des bases arrières pour l'Europe, en se disant que il y a des coûts de production qui sont inférieurs dans d'autres pays du monde? Vous parlez de délocalisation de la production? Oui. Moi, je pense que sous la réserve que nous, en certaine façon, contrôlons les endroits où la production fragile se passe, je vois... Si on peut contrôler, mais est-ce qu'on peut toujours contrôler? Bon, ça, c'est la
question de la définition du contrôle, mais je pense que si la France délocalise la certaine production en Pologne et la Pologne délocalise la certaine production en France, je pense que nous pouvons avoir une certaine certitude que les choses se passent bien. Bon, je ne vais pas donner d'autres contre-exemples. De contre-exemples parce qu'il ne faut pas mélanger le rôle de l'ambassadeur par rapport au rôle de commentateur économique, politique, etc. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le Très bien. détail, mais en tout cas, je pense que le monde de l'OTAN, le monde de la communauté européenne, c'est le monde suffisant justement pour assurer la production de bons matériels au niveau et qui nous permettra de retrouver cette souveraineté. Une dernière question et ensuite 2 remarques qui ont été faites au cours de cette rêve souveraineté. D'abord, et c'est une question très très générale à laquelle vous allez, je pense, aisément répondre, quelle est la priorité numéro 1 pour redresser le bilan économique de l'Europe ? Le bilan économique de l'Europe. Puisqu'on parle de la grande Chine, puisqu'on parle des grands États-Unis. Alors, Madame Boone, tout à l'heure, nous a quand même rappelé la prospérité de l'Europe. Mais cette Europe, et on l'a vu au fil des débats, parfois n'investit pas à l'intérieur de... Et il en sera également question dans le prochain panel, n'investit pas sans doute assez dans ses pépites, dans ses licornes, dans ses armes. Quel est donc la question est extrêmement importante. Extrêmement délicat de l'autre, très délicat de l'autre. Je pense que, bon, je peux vous raconter une blague. Je me souviens, une très bonne blague qui existait encore à l'époque communiste en Pologne, quand vous savez que la Pologne fonctionnait dans un système qui s'appelait le socialisme réel, et il y avait une blague que pourquoi la situation est tellement mauvaise au niveau économique, parce que dans un système du socialisme réel, on essayait de résoudre les problèmes qui n'existaient pas réellement dans une économie capitalistique. Donc, et notamment, on essayait de faire ça avec très grand succès. Donc, c'était la blague, bien évidemment, mais il y avait quand même une certaine vérité. C'est pourquoi je voulais dire ça, parce que je pense que l'économie européenne doit devenir concurrentielle par rapport à l'économie mondiale. Quelqu'un, pendant le programme, disait qu'il y a une situation absolument pas normale parce que le média, il n'y a pas de il n'y a pas de Facebook européen. Il n'y a pas de Facebook européen. Monsieur Breton. On peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de Facebook européen? Est-ce que quelqu'un dans la salle a la réponse à cette question? Alors, on accepte ce genre de diagnose, on n'a pas le Facebook ou de Instagram européen. Mais peut-être on peut se poser la question, pourquoi ce genre de choses n'étaient pas inventées en Europe? Pourquoi notre continent n'est pas si bon justement pour l'installation, pour la création de ce genre de concept? Il y a beaucoup d'autres choses qui n'existaient pas en Europe. Je pense qu'il faut... Alors, l'Europe a ses propres valeurs, à son propre expérience, à sa propre histoire. Bien sûr que nous ne pouvons pas copier de façon copy-paste des systèmes qui existent aux États-Unis ou soit dans le monde asiatique. Mais une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas concurrentiels est telle que, tout simplement, probablement, l'économie n'est pas si libérale que dans les autres endroits du monde. C'est une forme de réponse. C'est la réponse de fonctionnaire d'État, vous savez. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je suis la personne la plus bien destinée pour répondre à ce genre de questions. 2 remarques. Madame Berman tout à l'heure disait les Polonais on croit au découplage, au besoin du découplage. Vous disiez, c'est ça? Craignent le découplage de l'Europe avec les États-Unis. Ça c'est la première question et je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Vous savez que la Pologne n'avait pas la même chance que la France. On n'avait pas la même localisation géographique. La France, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, était en certaine façon aussi défendue par les États-Unis. La Pologne n'était pas défendue par les États-Unis ni pendant la Première, ni pendant la Deuxième, ni pendant la guerre froide.
on a justement, à cette époque-là, perdu notre souveraineté. Aujourd'hui, nous avons la chance extraordinaire parce que nous sommes dans la communauté européenne et nous sommes dans les membres de l'OTAN. Et vous pouvez vous imaginer très très bien comment pouvait se présenter l'Europe si les États-Unis n'étaient pas présents comme le membre principal de l'OTAN. Qu'est-ce qui pouvait se passer en Ukraine aujourd'hui? S'il n'y avait pas des États-Unis, les troupes russes, probablement, pouvaient se présenter au moins à la frontière est-européenne. On pouvait se poser des questions sur l'avenir des pays baltes, sur la souveraineté de la Pologne, sur la Roumanie, etc., etc. Donc, de parler, bien évidemment, la Pologne est très liée avec les États-Unis. On achète de certains matériels américains. On achète aussi le matériel coréen. Pourquoi? Parce que les magasins européens sont vides. On ne peut rien acheter en Europe aujourd'hui. Et bien évidemment, on achète ce matériel parce que c'est des matériels de très très bonne qualité. Notamment, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de matériel coréen qui est de qualité extraordinaire. Les chars coréens sont de qualité introuvable dans le monde. Donc, je ne parle pas même de l'Europe. Donc, vous savez, là, on parle de la certaine globalisation. On parle que nous pouvons chercher des matériels en tout petit peu partout, et en même temps, on peut garder la certaine souveraineté. Ça veut, bon, pour faire la conclusion, la Pologne, en achetant des matériels américains ou coréens, ne perd pas la souveraineté. Notamment la Pologne, ce que j'aimerais bien aussi souligner, achète derrière moi le système satellite français. Donc voilà, donc on a tout le spectrum de remarque de Christian Saint-Étienne tout à l'heure, qui au détour d'une phrase disait que la Pologne était le 51e État américain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on n'est pas le 50e État américain. Ben, c'est le meilleur exemple, parce que si on était le 50e État américain, probablement on ne pouvait pas acheter de système satellite français. Donc on achète de systèmes satellites français, on achète de matériel coréen, on achète là, on délocalise la production coréenne, notamment en Pologne, aussi américaine. On veut bien faire beaucoup de choses avec la France. Je pense que nous sommes depuis un certain temps sur très bonne voie justement pour reconstruire les meilleures relations économiques, mais pas uniquement, mais aussi relations militaires, de sécurité avec la France. Et je pense que voilà. Merci Donc, je beaucoup. reste très optimiste là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci d'avoir été avec nous, partager ces quelques mots en toute franchise.